On est le 12 mars 2003, il est 4h15 du matin. La prison de Fresnes, une forteresse réputée inviolable, est prise d'assaut. Et pas n'importe comment. À l'arme de guerre. Des tirs de Kalachnikov, des explosions, tout ça pour faire sortir un seul homme, Antonio Ferrara. Qui est cet homme pour qui on déclenche littéralement une guerre? C'est exactement le mot. Une guerre. Pour l'État, c'est pas juste une évasion, c'est un affront, c'est ce qu'ils appelleront un acte de guerre. Faut imaginer le choc à ce moment-là. Les responsables de la prison, de la justice, ils sont effondrés. On parle pas d'un type qui a scié ses barreaux, hein. On parle d'un commando qui vient défier l'État et qui gagne. La prison de Fresnes est tombée. Cette image est tellement forte. Alors, pour bien comprendre, je propose qu'on y retourne, à Fresnes, ce 12 mars 2003. On va essayer de visualiser ce qui se passe minute par minute. On commence par le chaos qui s'abat sur les miradors. Il est donc 4h15, 3 voitures arrivent, une douzaine d'hommes en sortent, cagoulés, lourdement armés. Dans un mirador, le surveillant Damien Delmo entend du bruit. Il ouvre sa fenêtre et là, il se retrouve face au commando. Un regard. Et direct, c'est un déluge de feu. Les vitres blindées qui sont censées le protéger volent en éclats. Et la violence est inouïe. Dans un autre mirador, sa collègue Dominique Prado est aussi prise pour cible. Une balle perce le blindage et lui frôle la tête. Elle se jette au sol, complètement terrorisée, et elle entend les assaillants dehors qui crient. Une voix qui demande « Est-ce qu'on l'a eu ? Est-ce qu'on l'a buté ?» Sinon, on met les explosifs. Elle est persuadée qu'elle va mourir. L'objectif est clair, les neutraliser par la terreur. Et pendant ce temps-là, le commando principal passe à l'action. Et c'est là qu'on voit que rien n'a été laissé au hasard. Non, c'est une opération d'une précision quasi militaire. D'abord, la diversion. Ils mettent le feu à plusieurs voitures dans les rues autour. Pour saturer les lignes de police, j'imagine. Exactement, pour retarder leur arrivée. Et ensuite, le choix de la cible. Ils attaquent pas la porte principale, mais une porte chantier, un point jugé plus faible. Et c'est là qu'ils utilisent une technique d'explosif très particulière, c'est ça. Parce que moi, quand on dit explosion, j'imagine un truc qui défonce tout, mais là, c'est pas le cas. Non, et c'est ce qui signe leur professionnalisme. Ils utilisent ce qu'on appelle une charge creuse. En gros, ils ne posent pas une bombe, mais un cadre d'explosif sur le portail. L'explosion concentre toute l'énergie le long de ce cadre. Ça agit comme un chalumeau surpuissant. Le résultat, c'est pas une brèche, c'est une découpe rectangulaire parfaite. C'est la signature des très grandes équipes. Une fois à l'intérieur, un type du commando court vers la cellule de Ferrara. Nouvelle explosion, les barreaux cèdent. Et quelques secondes plus tard, le même surveillant, Delmo, voit le commando ressortir avec un autre homme, en t-shirt, en jean. C'est fini. En moins de 15 minutes, Antonio Ferrara est dehors. Oui, et l'enquête va révéler un détail fascinant. Les débris des barreaux, ils sont tordus dans deux sens opposés. Ça veut dire qu'il y a eu 2 explosions en même temps. Une de l'extérieur, posée par le commando, et une de l'intérieur, posée par Ferrara lui-même. Ah oui, donc il était acteur de sa propre évasion. Complètement. C'est la preuve d'une complicité interne et d'une coordination parfaite. L'enquête démarre donc sur cette scène de guerre, et dans la cellule, c'est la découverte. Derrière les toilettes, une cache avec 800 grammes d'explosifs, des détonateurs, il avait tout ce qu'il fallait. Mais au milieu de cette opération parfaite, Ferrara, probablement un peu sonné, va commettre l'erreur qui va tout changer. Dans la précipitation, il oublie sa veste sur son lit. Et dans cette veste, les policiers trouvent un téléphone portable. Et c'est là que ça devient presque absurde. Dans une des voitures en fuite, un des complices, dans la panique, s'assoit sur son téléphone. Et sans faire exprès, il rappelle le dernier numéro composé, qui est celui du portable que Ferrara vient d'oublier. L'appel tombe sur la messagerie et enregistre toute la conversation. C'est le coup de chance d'une vie pour les enquêteurs. Cette conversation, c'est une mine d'or. On entend un homme, doué, se plaindre « J'ai perdu l'œil, moi, dans l'histoire. Il a été blessé par les cadres explosifs. » Et puis, dans la panique, il cherche un médecin et là, un nom est prononcé. Achoui. Et ça mène directement à l'avocate de Ferrara. Exactement, Maître Karim Achoui. En un seul appel accidentel, ils tiennent l'artificier et une piste vers un complice présumé. Une erreur pareille après une opération aussi pro, c'est dingue. Mais pour comprendre pourquoi on déploie de tels moyens pour cet homme, il faut revenir en arrière. Qui est vraiment Antonio Ferrara ? On sait qu'il est né près de Naples, qu'il a grandi dans une cité à Choisy-le-Roi,
C'est un petit gabarit, 1m65, mais on le décrit comme charismatique, blagueur, séducteur. Ça va jouer un rôle, non? Ah, mais c'est la clé du personnage. Son charisme, c'est une arme. C'est ce qui lui permet, à lui, le jeune de banlieue, de s'allier avec la mafia corse. C'est ce qui lui permettra plus tard de retourner toute une salle d'audience. Il n'est pas juste un criminel, il met en scène sa propre légende. Ses profs se souviennent d'un gamin agité mais très intelligent. Il aurait pu faire autre chose, mais bon, il quitte l'école en 3e. Il commence par des petits délits, le trafic de drogue. Mais c'est quoi le moment de la bascule vers le grand banditisme? Le point de non-retour, c'est en 95. Il a 22 ans, il y a un coup de filet dans son réseau. Lui, il n'est pas arrêté, mais il apprend qu'un ami qui s'est rendu a été direct en prison. Pour lui, c'est un choc, il décide de pas se rendre. C'est sa première cavale. Et là, il lui faut de l'argent. L'escalade est immédiate. Quelques jours plus tard, il tente de tuer un homme au fusil à pompe. Il n'est plus un petit délinquant, c'est un fugitif recherché pour tentative de meurtre. Et c'est là qu'il fait son premier braquage, un mélange apparemment d'amateurisme et de professionnalisme. Erreur de débutant, il est filmé par les caméras. Et son arrestation, elle est presque surréaliste. Un policier de son quartier le reconnaît, place d'Italie, avec une rose à la main, en train d'attendre un rendez-vous. Oui, il essaye de se faire passer pour son frère, Massimiliano. Il a même son passeport sur lui, la ressemblance est frappante. Mais les empreintes, ça mente pas. Ce qui est intéressant, c'est son dépit. Être pris comme ça, avec une fleur à la main, ça colle pas du tout à l'image qu'il veut donner. Ça le vexe en fait. Il est donc incarcéré à Fleury-Mérogis. Il joue le détenu modèle. Mais en fait, il prépare déjà la suite. Il simule une blessure au pied pour aller à l'hôpital. Et là, dans la salle d'attente, 3 complices maîtrisent les gardiens, gaz lacrymo, coupe-boulon. En quelques secondes, il est libre. Et cette deuxième cavale, qui va durer 3 ans, c'est là qu'il change de dimension. Il part sur la Côte d'Azur, en Corse, et il réussit à se connecter à l'élite du banditisme en Corse, notamment la Brise de Mer, une organisation mafieuse très puissante et très très fermée. Mais comment un jeune de banlieue arrive à intégrer ce milieu-là? Ça paraît improbable. Il passe une sorte de test. Francis Mariani, un des parrains, prépare l'évasion de son fils. Le jour J, beaucoup de ceux qui avaient promis d'être là se dégonflent. Mais Ferrara, lui, il est là. Le plan est annulé, mais Mariani aurait dit cette phrase. « Maintenant, je sais qui sont mes vrais amis ». C'est un adoubement. Dans ce milieu, la parole donnée, la loyauté, c'est tout. Il a prouvé qu'il était fiable. Et c'est de là que vient sa réputation d'artificier pour les attaques de fourgons blindés. On le soupçonne pour le braquage de Nanterre, puis celui de la Porte de Gentilly. C'est ça. Et à chaque fois, on retrouve cette fameuse découpe rectangulaire parfaite à l'explosif. C'est perçu comme sa signature. Le mythe de Nino l'artificier est né. La police en est persuadée, même si les preuves directes manquent. Après Gentilly, on trouve son ADN dans une planque, ça resserre l'étau. Mais comment ils finissent par le localiser? Il a l'air insaisissable. Le tournant, c'est une attaque ratée à Toulouse. Les enquêteurs analysent des millions de données téléphoniques. Et ils tombent sur l'erreur classique du bandit. Un membre de l'équipe, dans un coin paumé de la Corse, utilise son téléphone de mission et son téléphone perso sur la même antenne relais, à quelques minutes d'intervalle. Et là, il tire le fil. Il tire le fil, il déroule toute la plotte et remonte jusqu'aux lignes de Ferrara. Il le localise à Athis-Mons, en banlieue parisienne. Il est revenu à son point de départ. Les policiers identifient alors son point faible, sa compagne. Ils la surveillent et préparent l'interpellation en juillet 2002. Le plan est simple, mais ça dérape. Au moment où la police le bloque, Ferrara a cet instinct de survie. Il sent le piège, il court. Mais il trébuche dans les escaliers de la gare et il est maîtrisé. Sa première réaction en dit long. Il crie pas, il demande juste comment ils ont fait. Il est plus vexé qu'autre chose. Et la perquisition de son appart, ça a l'air d'être le coup de grâce. Un ticket de restaurant près de Toulouse et surtout le plan détaillé d'une future attaque de fourgon. Le dossier semble en béton. Et pourtant, face aux enquêteurs, il est déroutant. Il est affable, presque drôle, mais sur les faits, c'est un mur. Il reconnaît rien. Il nie pas être en voyou, mais il refuse le costume du grand braqueur. Il joue avec eux sans rien céder. Cette personnalité va exploser au procès de l'évasion de Fraise en 2008. C'est un spectacle médiatique. Le box des accusés est blindé. Et Ferrara, il devient le maître de cérémonie. Quand on lui demande comment il a financé sa cavale, il répond avec un sourire « J'ai bricolé, je suis un gros bricoleur ». Et le sommet, c'est quand on l'interroge sur l'explosif dans sa cellule. Il aurait pu se taire. Mais non, il choisit le panache. Il invente l'histoire d'un pigeon voyageur dopé qui lui aurait tout apporté. La salle d'audience éclate de rire.
Il se défend pas, il ridiculise l'accusation. Il séduit tout le monde, le public, les journalistes, même les flics présents. Le procès part même en bagarre générale dans le box, c'est le chaos total. Plus que ça, l'autorité de l'État s'effondre. Et au milieu de ce chaos, une seule personne arrive à ramener le calme. C'est Ferrara. Il prend le micro, il demande à tout le monde de se calmer. Et ça marche. C'est surréaliste. Complètement. Et bien sûr, l'accusation saute sur l'occasion. Pour le procureur, c'est la preuve ultime. Il est le chef, le seul qui obéit. En voulant calmer le jeu, il a renforcé son image de chef de bande. Au final, il est condamné pour l'évasion. 17 ans, puis 11 en appel. Mais le plus stupéfiant, c'est pour les braquages. Comment on explique qu'il soit acquitté pour tout ça? Le public, la police, tout le monde est convaincu et la justice dit non. C'est toute l'ambiguïté du système. La conviction ne fait pas une preuve. Son ADN le place dans une planque, mais ça prouve pas qu'il tenait l'explosif. Son avocat était brillant, et Ferrara lui-même a semé le doute. Sa légende était peut-être devenue si grande que les preuves semblaient trop banales pour le faire tomber. Résultat, il est acquitté pour tous les fourgons. Son casier est vierge sur ce point. Après sa capture, suite à l'évasion, il devient le détenu le plus surveillé de France. Et les conditions de détention sont d'une dureté extrême. C'est une réaction à la hauteur de l'humiliation subie par l'État. C'est qualifié de vengeance sociale et judiciaire. Il est à l'isolement total. Pendant 6 ans, il ne verra pas le ciel. Sa cour de promenade est couverte par un toit en béton. Son avocat raconte qu'il n'a pas pu prendre sa mère dans ses bras pendant des années. L'État, défié militairement, réaffirme son pouvoir en écrasant l'individu. On a donc un parcours vraiment hors norme. Un personnage qui passe de la petite délinquance à une icône du grand banditisme. Auteur d'une évasion de légende, mais dont la carrière de braqueur reste une énigme judiciaire. Si on prend du recul, cette histoire, elle parle de la construction d'un mythe. Mais elle parle surtout de la confrontation entre un individu et un État. Et quand cet individu défie l'État sur ce qu'il a de plus sacré, le monopole de la violence, eh ben la réponse est d'une brutalité extrême. Et pour finir, il y a une question qui reste. La défense a toujours dit que l'évasion de Fraisse, c'était pas un contrat. C'était une affaire d'amitié, de loyauté. Et ça pose une question fascinante. Où s'arrête la loyauté et où commencent les intérêts criminels? Une opération aussi violente, aussi coûteuse, est-ce que ça peut vraiment n'être qu'une affaire d'amis? Ou est-ce que c'est l'ultime facette du mythe Ferrara?